La pression intracrânienne à l'état normal est à l'entour de 15 mm de mercure. Toute augmentation de la pression intracrânienne supérieure de 15 ou bien de 20 mm de mercure de façon durable va définir l'hypertension intracrânienne. L'hypertension intracrânienne, c'est une pathologie très grave par les dégâts et les complications qui les provoquent. Le boîte intracrânien, il est constitué sur la loi de Monro qui est trois constitutions. Le volume des tissus nerveux, le volume vasculaire, plus le volume de liquide céphalo-rachidien, qui sont constitués d'un zèle constant. Toute variation de ligne de trois constitutions va définir l'hypertension intracrânienne. Mais généralement, la boîte intracrânienne il est inextensible. C'est-à-dire, on a deux variations, soit le volume vasculaire, soit le volume de liquide céphalo-rachidien. L'hypertension intracrânienne est due généralement à trois principaux mécanismes, soit l'augmentation de volume sanguin cérébral, par exemple une hyperémie ou bien un hyperdébit suite à une pathologie quelconque, soit l'augmentation du volume de parenchyme cérébral, soit par exemple un processus expansif extracrânien, du cancer, des hématomes extradurales, etc., soit des processus intracellulaires, les œdèmes ou bien l'hydrocéphalie. Le troisième mécanisme, c'est l'augmentation du volume de liquide céphalo-rachidien. C'est-à-dire, on parle de l'hydrocéphalie obstructive ou bien des hydrocéphalies non obstructives ou bien les hypersécrétions exceptionnelles, quelles que soient les tumeurs du plexus choroïde ou bien d'autres pathologies, etc. Donc, on a trois constitutions, soit l'augmentation du volume cérébral, soit le volume de parenchyme elle-même, extra ou bien intracellulaire, soit l'augmentation du volume de LCA. Donc, l'augmentation du volume de l'un des trois secteurs va s'accompagner de l'augmentation de la pression intracrânienne. Ce qui va constituer le courbe de la pression-volume, c'est la courbe de Lomfit. Au début de la courbe, c'est la phase de la compensation, ce qu'on appelle le réflexe du Cushing. La phase de compensation, il y a des grandes variations du volume, s'accompagne des petites variations de la pression intracrânienne. À partir d'un point fixé, c'est-à-dire où il y aura une décompensation, la phase de décompensation, une petite variation du volume va entraîner des grandes variations de la pression, ce qui va augmenter la pression intracrânienne avec des complications et des dégâts très graves. Suite à l'hypertension intracrânienne, il y a un mécanisme d'autorégulation pour assurer la préservation cérébrale. La pression cérébrale, ou bien la pression de perfusion cérébrale, c'est égal à la pression artérielle moins la pression intracrânienne. Toute augmentation de la pression de perfusion cérébrale suite à une pathologie quelconque va vous donner la vasoconstriction des vaisseaux cérébraux pour assurer la préservation des tissus cérébraux. Cette vasoconstriction va donner la diminution du volume sanguin cérébral. Mais à certains moments, ou bien à certains points fixés, pour préserver la perfusion cérébrale, la pression intracrânienne va diminuer un peu pour assurer la perfusion cérébrale. Et vice-versa. C'est le cas de l'autorégulation. Mais dans le cas contraire, si la pression de perfusion cérébrale, par exemple, elle est diminuée, donc il y aura une souffrance cérébrale. Mais cette souffrance cérébrale, les vaisseaux cérébrales ou bien le système nerveux va agir par la vasodilatation. Cette vasodilatation va augmenter le volume sanguin cérébral. Si le volume sanguin est toujours augmenté à certains points, il y aura une augmentation de la pression intracrânienne comme un mécanisme compensatrice. Mais si la pression intracrânienne est toujours augmentée, donc les vaisseaux sont tellement très dilatés, donc il y aura une ischémie et la diminution de pression cérébrale, l'ischémie et les complications que l'on verra les citer par la suite. Parmi les complications de l'hypertension intracrânienne, on a l'ischémie cérébrale, car l'hypertension intracrânienne va interférer directement avec la circulation cérébrale. Comme on a déjà dit, si la pression intracrânienne est tellement augmentée, les vaisseaux sont dilatés, il y aura l'ischémie. On a des autres troubles, les troubles végétatifs majeurs aussi, et les signes d'engagement. L'engagement, c'est un hernie d'un élément, bien d'une partie du système nerveux vers une autre partie.
L'engagement, on a 3 types. Il y a 4 types plutôt. On a l'engagement sophalsique, c'est l'engagement du gyrus singulaire sur le fond du cerveau. L'engagement temporel, c'est l'hernie de T5 de l'ovoramen ovale, ce qui va donner la compression de la nerf optique, c'est la médrias. Et on a l'engagement diencéphalique central à travers l'orifice et on a l'engagement des amygdales cérébrales postérieures. Autre complication qui est très typique, c'est l'œdème cérébral. On a 4 types aussi, l'œdème vasogénique, l'œdème cytotoxique. Donc je parle de 2 types les plus importants, c'est l'œdème vasogénique, correspondant à l'augmentation de la perméabilité capillaire. C'est l'œdème prétumoral, l'hypertension artérielle. Et on a l'œdème cytotoxique, c'est l'altération, c'est-à-dire c'est une œdème intracellulaire, c'est pas un œdème interstitiel comme l'œdème vasogénique. L'œdème cytotoxique, c'est l'altération de la pompe de sodium, potassium, ATP, dépendant des membranes cellulaires du cellule. Sur le plan clinique, l'hypertension intracrânienne se apparaît par les céphalées qui sont diffus, sont matinales, inhabituelles, permanents, évolutifs et surtout résistants aux antalgiques usuels. Accompagnés des vomissements, c'est-à-dire soulagés par les vomissements qui sont faciles, engais, favorisés par la mobilisation, le changement de position, ou bien la pression, le changement, et soulage les céphalées, comme on a déjà dit. Parfois remplacés par des nausées aussi. On a autres signes, ce sont des signes de gravité, le ralentissement idéatoire, le somnolence, les flux, c'est-à-dire le flou visuel, l'épilepsie amaurotique, etc. Avec les autres signes d'engagement temporel, les troubles respiratoires, le midriase, troubles de la conscience, etc. Les examens complémentaires qui sont demandés devant le HCC, le premier remarque que contre-indication d'absoler de la ponction lombaire. Devant le HCC, ne touchez pas le patient, ne ponctionnez pas le patient parce qu'il y aura un risque d'engagement. Sauf en cas d'hypertension artérielle dite bénin. L'hypertension artérielle bénin, c'est-à-dire la pression intracrânienne est tout à fait normale. Le TDM, il est normal. Il y aura une hypertension intracrânienne, mais dite bénin, mais il aura un flou, il y a des autres, c'est-à-dire le même l'aspect typique et l'aspect clinique de l'hypertension intracrânienne, mais le TDM ne montre aucune ou bien pathologie ou bien aucune lésion sur le système cérébral. Les autres examens demandés, l'électroencéphalogramme, bon, pas intérêt, sauf de certains cas, des crises d'épilepsie ou bien des certains signes inhabituels. Le TDM et l'IRM, ce sont des examens les plus typiques, oui, qui vont visualiser la lésion. On va objectiver les différents types de processus expansifs, les hématomes, les drocéphalées, etc. La mesure de la pression intracrânienne aussi, c'est surtout d'indiquer chez les polytraumatisés qui permet de définir la périmètre intracrânienne et contrôler l'effet de traitement de l'œdème cérébral aussi. Radiographie de crâne donc n'est pas d'intérêt à première intention, c'est-à-dire il est abandonné actuellement, mais il était demandé donc classiquement en deuxième intention. On arrive à le traitement de l'HCC. Le but de traitement pour diminuer l'hypertension intracrânienne en diminuant l'un des volumes en présence. Donc, on a un traitement étiologique chaque fois qu'il est possible. La tête de malade doit être positionnée en position neutre et ne doit pas toucher parce que la toux et tous des efforts de constipation qui vont augmenter la pression intracrânienne. Le traitement de l'hydrocéphalie aussi. C'est l'apanage des dérivations de liquide céphalorachidien qui peut être selon le caractère durable ou non de l'hydrocéphalie. C'est-à-dire c'est un traitement étiologique en fonction de l'affection causale. S'il s'agit d'un processus expansif intracrânien, on va aller ici un traitement étiologique en fonction de ce processus. L'hydrocéphalie, c'est la dérivation ventriculaire aussi, péritoniale. Dérivation ventriculaire, c'est les plus utilisés pour le traitement d'hydrocéphalie et le traitement étiologique des autres lésions causales. Il y a un traitement initial, c'est un traitement symptomatique. Les solutés hypertoniques, surtout le mannitol, appelant l'eau extravasculaire qui va extravaser l'eau extravasculaire vers le secteur vasculaire.
On a les diurétiques aussi qui vont inhiber la sécrétion de SGR aussi. On a les corticoïdes aussi, c'est la corticothérapie qui vont agir surtout sur l'odème péritumorale. Et on a l'hyperventilation aussi qui va induire la vasoconstriction par la baisse de c'est-à-dire la pression de CO2, c'est-à-dire l'hyperventilation va essayer de expulser le CO2 vers l'extérieur en augmentant la oxygénation cérébrale. On a fini le sujet d'aujourd'hui concernant l'HCC, la prise en charge, les causes, les conséquences et la prise en charge thérapeutique de l'HCC. Pour plus d'informations et des plaisirs du sujet médical, n'hésitez pas d'abonner la chaîne. À bientôt.